Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler de cette évolution, de cette création, de la formation, du développement du couple et de la cellule familiale. Pour cela, nous avons, tout au long de cette série qui s'intitule Vers une famille heureuse, nous avons eu le plaisir d'accueillir cher Hicham El Arafa, le directeur de l'Institut Usul el-Din à Paris. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé plus de l'aspect préparation individuelle, préparation dans le sens de se connaître soi-même, de connaître les attentes que nous avons du mariage, de savoir également quelle place occupe chaque chose, que ce soit clair dans notre esprit. L'aspect spirituel, l'aspect physique, l'aspect de la compatibilité des caractères, mais également, par exemple, la place des sentiments ou des parents. Donc tout ça, nous l'avons mis en place dans les émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'événement, on va dire, le moment pour lequel nous avons préparé tout ça, pour le moment pour lequel nous nous sommes mis au clair avec nous-mêmes. Ce moment, c'est la rencontre de deux personnes qui éventuellement vont cheminer par la suite vers le chemin du mariage. Alors, beaucoup de questions se posent par rapport à cette rencontre, que ce soit par rapport au contexte dans lequel elle doit survenir, que ce soit également dans son contenu, dans ce qui doit être dit, dans les thèmes que l'on doit aborder à ce moment-là. Mais avant tout, avant toute chose, avant de commencer cette rencontre, il est important de savoir quel en est l'objectif. Est-ce que l'objectif est de sortir directement avec une proposition de mariage, ou est-ce que l'objectif est de cheminer pas à pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. C'est vrai que à écouter et voir les gens autour de nous, les jeunes autour de nous aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup de musulmans, on a ce sentiment que dans l'esprit des gens, c'est que cette rencontre, elle a pour objectif de finir avec une promesse de mariage. Et donc, elle sera suivie peut-être d'une deuxième rencontre pour confirmer, une troisième pour officialiser et se mettre à discuter des détails organisationnels. Or, c'est important qu'avant de s'engager dans cette rencontre, de prendre un peu de temps et de réfléchir sur son objectif. Elle vient quand cette rencontre? Suite à quelques informations que l'un et l'autre ont dû avoir d'amis communs ou ont dû glaner, entre guillemets, à droite à gauche, ou à distance, en voyant, en échangeant, mais de loin, avec la personne. Et donc, ils se sont dit, éventuellement, cette piste-là pourrait me convenir. Donc, je vais l'explorer. Donc, la rencontre, son objectif, c'est d'explorer, c'est de connaître, et c'est d'aider l'autre à me connaître également. C'est très important que on l'aborde avec cet esprit-là. Et donc, comme elle vise à donner à l'un et l'autre des informations qui lui permettent de décider, de se décider, de trancher, il faut s'attendre à ce qu'elle puisse aboutir à un oui ou à un non. On continue ou on arrête. Et oui ou non, c'est pas que moi je dise non à la personne que je rencontre, ou que elle, lorsqu'elle me dit non, c'est qu'elle me dise non parce qu'elle me refuse. Non, c'est pas qu'elle ne m'apprécie pas ou je l'apprécie pas, c'est pas du tout une question de porter un jugement sur la personne. Non, c'est porter un jugement sur le tout. Sur le potentiel de cette réunion. De cette union, exactement. Et souvent, j'utilise cette image, c'est deux êtres humains, c'est un peu comme deux produits qui peuvent être, ces deux liquides, du point de vue islamique, qui peuvent être bons, licites, utiles dans la vie, etc. Mais chimiquement, leur composition chimique peut faire que leur mélange peut produire quelque chose d'utile, un parfum, comme ça peut produire quelque chose de désastreux.
destructif, un explosif ou autre. Et donc lorsqu'on dit qu'il vaut mieux qu'on arrête, c'est bien que les deux prennent les choses de cette manière-là et sous cet angle-là. C'est qu'on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre. Et qu'on accepte cette issue et qu'on considère que Dieu merci que les choses s'étaient arrêtées là, qu'elles se seraient arrêtées plus loin et que le freinage n'aurait pas fonctionné jusqu'à ce qu'on se trouve dans un mur. Alors justement, si je peux me permettre, à ce moment-là, il est quand même nécessaire d'avoir l'honnêteté justement de le dire, cette honnêteté qui implique une certaine maturité aussi dans la réflexion des personnes, d'où j'en reviens aux premiers épisodes que nous avons eus ensemble, aux premières discussions que nous avons eues ensemble à ce niveau-là, la nécessité d'avoir une certaine discipline, d'avoir une certaine connaissance de soi et de savoir à quel moment on est assez mature pour prendre ce type de décision. C'est sûr qu'un projet comme celui-là, il ne peut pas être fait à la légère. C'est l'un des projets les plus sérieux que l'être humain conclut dans sa vie. Donc il a intérêt à mettre de son côté tous les atouts, toutes les énergies, toutes les chances, toutes les cartes et prendre le temps nécessaire. Si on ne fait pas, si dans un projet comme celui-là on le prend à la légère, je ne vois pas quel autre projet mérite vraiment qu'on lui donne le temps et l'effort. Cette maturité, dans ce contexte-là, lorsqu'on va se rencontrer, aussi doit nous amener à penser et sentir et se dire. Parce que c'est important que quand on se rencontre, on va échanger des conseils les uns les autres. On va échanger des informations, mais on échange des conseils. Voilà comment c'est bien qu'on aborde cette question. C'est bien qu'on se dise que dans ce projet-là, il n'y a pas de gagnant-perdant. On est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Ouais. Et donc, on doit faire tout ce qu'on peut pour s'entraider à avoir les informations, l'un et l'autre. Et ne pas cacher. Je n'ai aucun intérêt à cacher. Et la personne qui est en face de moi ou que je rencontre n'a aucun intérêt à cacher. Et surtout, ne pas cacher les défauts. Oui. Vous savez, ne pas penser à dire une qualité, c'est pas du tout négatif. Parce que le jour où c'est découvert, alhamdoulilah, c'est une agréable surprise. Mais quand on oublie, ou on fait semblant d'oublier, et là, je reviens à la formule gagnant-gagnant, perdant-perdant. Ouais. On n'a pas intérêt à oublier. Et on ne peut pas oublier. Parce qu'on se ment à soi-même et on est suicidaire. Ou on est peu conscient. Ouais. Mais dans tous les cas, si l'un des deux se trouve dans cette situation, l'autre, il doit essayer de le réveiller, il doit essayer de l'aider. Et s'il voit qu'il ne suit pas, moi je pense que le choix est clair pour celui qui est lucide. Dit, moi je ne monte pas dans une voiture avec quelqu'un qui est ivre. Tout à fait. Je ne mets pas ma vie entre les mains de quelqu'un qui ne veut pas prendre les choses avec sérieux. Mais sans que la personne en face de soi ce n'est pas forcément qu'elle n'est pas consciente et qu'elle ne veuille pas avancer sur le même chemin, mais peut-être que c'est une personne qui est tout simplement introvertie, qui a peut-être simplement du mal à exprimer, à se mettre à nu, en fait, en face d'une personne qui, pour le moment, est totalement inconnue. Donc, comment faire dans ce cas-là ? Alors, c'est sûr que il n'y a pas de schéma standard. On ne peut pas dire aux gens, voilà, vous devez faire comme ça, vous vous jetez à l'eau. Et on n'est pas pareil. Mais on ne peut pas faire l'économie non plus de cette démarche et de ce type d'informations à échanger. On ne peut pas construire sans ça. Donc,
on cherche par quel moyen, on prend le temps, on cherche les mots pour amener les gens, pour amener la personne, la rassurer et lui faire sentir l'intérêt, son intérêt et l'intérêt réciproque, puisque c'est toujours, encore une fois, gagnant-gagnant, perdant-perdant, qu'on ne peut pas faire autrement. Et à la rigueur, il n'est pas nécessaire que la personne soit bavarde et qu'elle raconte toute sa vie. Non, on peut lui simplifier la tâche en lui disant, voilà, par exemple, voilà, moi je vais te dire une chose. On peut lui présenter les choses comme ça. Moi, je vais te dire une chose. Quand on est comme ça en train de discuter tranquillement, alhamdulillah, je pense que je vais pouvoir tenir une conversation 1 heure, 2 heures, etc. Mais si je me suis contrarié, il se peut que vous ne me connaissez pas comment je vais être. Oui. Lorsque je me trouve, par exemple, en colère, oui. Eh bien, je peux me comporter de telle ou telle manière. Je peux être violent. Je peux être très froid, mais un froid invivable. Je peux. C'est bien que je donne cette information à la personne. C'est pas pour faire peur. Je vais pas me mettre le doigt dans l'œil. Je vais pas le dire pour qu'elle... non. Parce que aussi, l'objectif, c'est pas de gagner une occasion, de saisir une occasion. L'occasion, je ne sais pas dans quel sens elle est. Elle peut être là ou là. Ouais. Donc, mais j'essaie de m'entourer de toutes les garanties et d'aider la personne qui est en face de moi aussi de faire pareil. Donc, quand je me mets dans cette démarche, et je lui dis, voilà comment, quelques traits de mon caractère, voilà comment je suis. Toi, par exemple, tu as des frères et sœurs. Vous vous disputez des fois. Comment vous vous disputez? J'aimerais bien savoir comment une personne vit une dispute. Surtout une personne avec qui je vais partager toute ma vie. Et souvent, j'utilise cet exemple-là. Je dis, quand l'un d'entre nous se trouve dans un logement pour lui et qu'il cherche un colocataire, eh bien, il prend suffisamment de recul pour ne pas se tromper, parce qu'il va partager un toit quand même. Et donc, on sent que si on ne s'entend pas, si la personne n'est pas soignée, si elle va me laisser traîner ses affaires, etc., si elle ne paye pas, si elle fait ci, elle fait ça, elle ramène, elle dort, elle laisse la lumière allumée, elle sort, elle ne ferme pas telle ou telle porte, etc. Et donc, j'essaie de faire toute une liste de questions dans ma tête et de points à vérifier. Eh bien, j'ai beaucoup plus d'intérêt à faire toutes ces vérifications dans un engagement beaucoup plus important et plus durable qu'une colocation. Une colocation, je peux l'arrêter comme je veux, quand je veux. Un projet de mariage, non. Et donc, on peut amener la personne, d'abord en donnant l'exemple par soi-même, en lui rappelant l'intérêt de cette démarche et qu'on n'a pas le choix et que c'est dans l'intérêt des deux d'essayer de s'ouvrir et qu'on lui laisse un peu le temps aussi d'être rassurée pour qu'elle puisse dire, voilà, moi il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est ça. Bon, alhamdoulilah, elle s'est ouverte, elle a dit, ça me permet de voir, est-ce que je peux supporter, moi, c'est insupportable ou non pour elle. Vous voyez ? Donc, on peut chercher des moyens pour amener les deux à une démarche de collaboration. Et non commune. Commune, oui. Tout à fait. Je vous remercie. Donc, on a encore beaucoup de questions à traiter sur cette question de leur rencontre, que ce soit par rapport au contexte ou encore une fois par rapport au contenu, aux questions qu'on va aborder. Vous avez commencé à nous parler de certaines choses, mais encore une fois, beaucoup reste à dire. Donc, restez avec nous. Nous nous retrouvons juste après une courte pause. Nous voici de retour pour la seconde partie de cet épisode qui est dédié cette fois à la rencontre, la première rencontre entre un jeune homme et une jeune femme qui éventuellement vont cheminer tous deux vers le chemin du mariage. Cher Hicham El Arafat, dans la première partie de l'épisode, nous avons évoqué l'objectif de la rencontre et nous avons commencé à parler du contenu, de ce dont on devrait parler au moment de cette rencontre et notamment comment on pourrait le faire, notamment face à une personne qui est plus introvertie.
pour aller davantage dans ce sujet-là par rapport au contenu, quels sont les sujets à ne vraiment pas oublier au moment de cette rencontre? Alors, il faut discuter d'un certain nombre de choses importantes dans cette rencontre-là, sur la vision de chacun, de l'un et de l'autre, d'un certain nombre de points comme le travail, comme la famille, les enfants, comme la vision de chacun de la vie, son projet dans la vie, qu'est-ce qu'il compte faire. Ces points-là sont importants parce que ça permet de voir les points de convergence, les points de divergence. Et donc ça permet de voir également si, dans quelle mesure les deux se rapprochent dans leur vision des choses, ou, et recenser les points d'achoppement ou les points de divergence d'une manière précise. Ces questions-là doivent être abordées, en plus du fait d'essayer de découvrir le caractère de l'autre personne. C'est bien d'aborder des points de cet ordre-là. Par exemple, pour moi, le travail vaut tant. C'est sacré, je ne peux pas, etc. Bon. C'est important que les gens se voient. Que ce soit clair. Voilà. Que chacun voit comment l'autre voit les choses. L'un des sujets classiques, c'est que la notion de famille peut paraître très importante pour l'un, la notion de travail peut être très importante pour l'autre. Le mari, il peut se dire, moi je travaille, moi j'assume la famille. Pour moi, la famille c'est un investissement. Il y a besoin qu'il y ait quelqu'un à plein temps dans la famille. Ouais. Et donc je donne une priorité importante à ça. Pour la femme, peut dire, oui, moi j'ai fait quelques années d'études, et aussi je ne vois pas comment tourner une page comme ça, et comme si de rien n'était. Oui, pour la famille, mais pas d'une manière exclusive. Je tiens aussi à tel ou tel... C'est important que les choses soient clarifiées. Je ne dis pas, il n'y a pas d'ailleurs de solution standard. Il peut y avoir des préférences et c'est au cas par cas, mais dans tous les cas, ils doivent prendre le temps de voir les points de vue de l'un et de l'autre sur ça. Et puis aussi, il ne faut pas se dire que dès que chacun fait l'exposé de son point de vue sur tel point, l'autre, dans sa tête, lui seul, il dit donc, il tire une conclusion. Oui. Le mieux, c'est que la conclusion soit discutée également. Donc, est-ce que j'en conclus que... ce n'est oui, pas négociable. Voilà. Oui, mais pas tout à fait. Donc, c'est important que on définisse les points qu'il faut, sur lesquels chacun doit se positionner ou donner sa vision des choses. Et puis, après, si on sent qu'on s'entend sur tel ou tel point, tant mieux. Lorsqu'on ne s'entend pas, on essaie de voir, de creuser un peu plus loin pour voir est-ce que ce désaccord est irréductible ou bien c'est un désaccord ponctuel. Par exemple, la question des fois des couples ou des couples embryonnaires en quelque sorte, encore en formation, il peut leur arriver de se trouver dans une impasse à cause de la question du travail de la femme particulièrement. Oui. La femme veut travailler, le mari pour lui, non. Or, il peut être question d'un positionnement qui n'est pas forcément définitif. La femme qui dit moi je veux travailler, elle est en train de parler aujourd'hui, maintenant. Mais 5-6 ans plus tard, elle peut avoir 1, 2 enfants. Elle-même, elle peut se trouver amenée à revoir sa position. Elle sent que ses conditions nécessitent de revoir sa position. Donc, c'est important de pouvoir déceler c'est quoi les positions irréversibles
Et c'est quoi les questions qui peuvent justement varier en fonction des circonstances, parce qu'il y a des circonstances changeantes. Un autre point important, à mon sens, au niveau de ces rencontres, c'est que les deux doivent se dire, ils ont intérêt en tout cas à le faire, à procéder de cette manière-là, c'est que pendant ces rencontres, on va les veiller à ce que dans leur déroulement, on ne laisse pas de porte ouverte aux sentiments. Alors, comment faire? C'est quelque chose d'assez difficile à contrôler, un sentiment. Comment justement fermer la porte à ceci? Alors, quand j'ai dit fermer les portes aux sentiments, pas forcément peut-être pour qu'ils ne naissent pas le moindre sentiment. Alors, il peut y avoir une attirance qui naît. Le sentiment, il ne tombe pas complet. C'est-à-dire, dès qu'il naît, il n'est pas un sentiment fort, oui, à son summum, à son paroxysme. Non. Il commence à naître par quelque chose, et puis nous, on le rumine, on l'alimente, et donc on l'entretient, et là, il grandit. Ou bien, on ne l'alimente pas. On le sevre, on le fait jeûner, en quelque sorte, de telle sorte qu'on l'empêche de grandir. Eh bien, il peut y avoir quelque chose qui traverse l'esprit de l'un ou de l'autre ou des deux, mais si on dit et on répète que pour le moment, on a intérêt à rester très lucide et d'avoir les informations pour savoir si cette union, elle est bénéfique pour nous ou non, eh bien on a intérêt à ne pas l'alimenter, ce sentiment, même s'il nous traverse l'esprit, comme j'ai dit, tout seul, eh bien on peut le dominer, on peut le maîtriser, et on réduit après, on peut réduire ces discussions en termes de durée, en termes de fréquence. Est-ce que le contexte justement dans lequel se déroulent ces réunions, ces rencontres, peut aider à contrôler ces sentiments? Il peut aider. Il peut aider. D'abord, c'est important de rappeler en passant que le musulman, il n'a pas à se mettre homme et femme en tête à tête, ni pour un projet de mariage, ni pour autre chose. Il doit veiller, tant que c'est possible, à être dans un espace ouvert, oui, visible par les autres, et ne pas se mettre dans un endroit à huis clos, et donc en tête à tête. Mais aussi pour la question de ces échanges dans un contexte qui réduit les possibilités de laisser naître des sentiments, c'est vrai que en les entourant, en faisant en sorte que ces rencontres, par exemple, se passent en public, mais pas seulement en public, en présence d'autres personnes, eh bien, ça peut être un élément positif. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un proche qu'on respecte, ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être des choses comme ça, à condition, bien sûr, qu'on puisse parler à l'aise, c'est-à-dire parler à l'aise dans le sens de ces points qu'on cherche à connaître et à cerner. Donc ça peut aider justement à contenir ou ne pas laisser trop naître et se développer des sentiments qui peuvent nuire et perturber, bien sûr, le traitement des informations recueillies lors des rencontres. Tout à fait. Alors, une question bien particulière qui me vient en tête, vous parlez justement de la possibilité pour se prémunir contre le développement de ces sentiments, éviter d'aller trop loin et puis aussi avoir un avis extérieur, de se faire accompagner à ce moment-là dans ces rencontres par quelqu'un notamment de la famille. Dans certains cas, pour certains frères, pour certaines sœurs, cela n'est pas possible, soit la famille n'est plus présente, soit en tant que converti, la famille n'est pas forcément à l'aise avec ce système-là, cette façon de voir les choses, cette façon d'aborder le mariage. Dans ce cas-là,
que doit-on faire parce qu'on est laissé dehors à, voilà, on n'a pas de garde-fou, on va dire. Que faire dans ce cas-là? Alors, on peut essayer d'abord d'échanger au sein de la famille de telle sorte qu'on lui donne des moyens d'apprécier ce procédé qu'ils ne connaissent pas, de leur montrer l'intérêt, et pour eux, et pour leur enfant. Pour eux, je pense que ça peut être bien vu le fait qu'on leur demande quelque chose et qu'on ne les ignore pas. Je ne pense pas que quelqu'un, quand on lui demande son avis, dit, sauf quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle des parents. Mais généralement, ça peut être apprécié. Oui. Et la deuxième chose, c'est dans l'intérêt. Donc on échange des informations. J'aimerais bien aussi bénéficier de votre expérience. Et tous ces aspects-là, tous ces termes-là, je pense qu'ils sont de nature à rapprocher. Ceci dit, s'ils ne le font pas, ils ne le font pas. Là, oui, c'est vrai qu'on va être amené à aller chercher des informations ailleurs ou un autre regard ailleurs. Là, on peut voir dans le cercle famille large des gens qui pouvaient le faire, ou dans le cercle des amis. Certains qui sont mariés, qui ont une expérience, qui peuvent aussi aider dans cette démarche d'analyse des informations et de recul à nous donner. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Amal Arafa, pour toutes ces informations, pour tous ces conseils que nous allons essayer de suivre justement dans ce processus et la formation et le développement de ce couple et de cette cellule familiale. Encore une fois, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt.